l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. Le 24 avril 1915, c'est la date retenue par les Arméniens pour commémorer le génocide. Ce jour-là, près de 600 intellectuels arméniens ont été arrêtés par les autorités ottomanes à Constantinople avant d'être déportés ou assassinés. Le 24 avril 1915 marque le début d'un génocide ayant entraîné la mort de plus d'1 million de personnes. Alors, comment fait-on mémoire 111 ans plus tard ? Comment cet événement tragique de l'histoire marque-t-il encore sa population et au-delà, la politique, la diplomatie arménienne? Pour en parler, nous recevons Tigran Yegavian, chercheur à l'Institut chrétien d'Orient, directeur de recherche à conflit et auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier en date, Escales arméniennes, paru en novembre dernier aux éditions Éric Bonnier. Tigran Yegavian, bonjour. Bonjour. En ce 24 avril 2026, la communauté arménienne commémore le douloureux 111e anniversaire du génocide. Comment cette mémoire se transmet-elle aujourd'hui au sein de la société arménienne ? Eh bien, que la société arménienne est fragmentée entre l'Arménie actuelle, la République d'Arménie indépendante, avec un État survivant justement de cette catastrophe, qui a été relativement épargné en 1915, et puis une immense diaspora avec des contextes très différents, que ce soit le Moyen-Orient, que ce soit l'Occident, l'Europe, les Amériques. Et effectivement, en fait, avec le temps, le génocide est devenu le premier marqueur identitaire dans la réalité des diasporas arméniennes. Et je dirais même que cette mémoire se transmet toujours avec un sentiment de profonde injustice, de quête de reconnaissance par les descendants de l'État criminel jeune turc, c'est-à-dire la République de Turquie qui poursuit la négation, et puis ce sentiment d'impunité en fait qui prédomine. Les Arméniens se sentent complètement oubliés par le droit international. Ils se sentent, je dirais, victimes aussi d'un abandon, c'est-à-dire la poursuite d'un processus génocidaire qui s'est traduit par un nettoyage ethnique dans le Haut-Karabakh en 2023, et je dirais l'indifférence de la communauté internationale qui se contente, en fait, dans la plupart des cas, d'honorer peut-être la mémoire des victimes comme l'a fait la France depuis quelques années, puisque en fait le génocide est reconnu au calendrier des commémorations de la République. Mais je Depuis dirais 2001 que c'est en cela. France. Exactement, mais le problème, c'est que la question de cette reconnaissance a perdu sa dimension militante. C'est une reconnaissance, je dirais, au rabais, dans lequel on se contente d'honorer la mémoire, mais on ne cherche pas à prévenir et surtout à obtenir des réparations. Vous avez parlé de premier marqueur identitaire. Justement, de quelle manière cet événement continue-t-il de façonner l'identité arménienne ? Eh bien, disons que les récits de la littérature, de la culture arménienne en diaspora, vu que la langue s'est perdue dans certains contextes assimilationnistes, la religion, la pratique aussi s'est atténuée, la pratique, je dirais, chrétienne, mais le génocide reste quand même un socle, un ciment qui fait que beaucoup de Français, d'Américains, de Canadiens, d'Argentins d'origine arménienne, ils vont s'attacher à cette référence pour comprendre un petit peu d'où ils viennent et surtout comment ils peuvent faire lien ensemble. Alors le souci de cette transmission, c'est qu'elle a étouffé d'autres formes de marqueurs culturels et identitaires, d'autres moyens d'exprimer une culture identitaire arménienne. Et c'est là, en fait, le piège du tout mémoriel, c'est d'inscrire cette identité dans la victimisation. Alors que la civilisation arménienne ne peut pas s'arrêter au génocide, elle a plusieurs millénaires. On parle d'un peuple monde de la longue durée, pour reprendre la belle formule du géographe Michel Bruno. Quel rôle joue l'Église apostolique arménienne dans ce travail de mémoire ? Alors, l'Église arménienne, en fait, elle commémore. C'est la gardienne de la foi et de l'identité nationale. Donc, c'est une structure, en fait, extrêmement importante pour deux raisons. Pour les deux raisons que j'ai rappelées, gardienne de la foi, institution nationale qui a pallié l'absence d'État pendant des siècles, parce qu'il n'y avait pas d'État indépendant. Et puis, l'Église arménienne aussi, eh bien, elle a canonisé les martyrs du génocide, donc à l'occasion du centenaire. Et tout cela, en fait, montre à quel point elle a une mission pour donner un sens, en fait, à cette histoire. Le problème étant que cette Église, elle est fragilisée aujourd'hui par des tensions politiques. Elle est fragilisée aussi parce que elle n'a pas été capable d'évoluer et de proposer une théologie diasporique appropriée au contexte de cet exil, qui n'est plus un exil, parce que c'est une diaspora, et une réponse aussi théologique au génocide. Je crois que c'est un vrai manque.
c'est la capacité, l'absence de texte, de réflexion en profondeur sur le caractère, je dirais la réponse théologique à cet événement, fondateur. Puisque la diaspora, elle a été créée en grande partie par ce cataclysme génocidaire. Une autre canonisation récente depuis Rome, c'était le 19 octobre dernier. En quoi la canonisation de cette figure de Monseigneur Ignace Maloyan vient-elle nourrir cette mémoire? Bah, c'est une reconnaissance, je dirais, pour, le martyre d'un primat arménien catholique qui a été martyrisé, donc à Mardin, en Empire ottoman, pendant le génocide. Donc c'est une forme de visibilité qui est accordée par le Saint-Siège. Donc on peut s'en féliciter parce que le Saint-Siège reconnaît la réalité génocidaire du massacre des Arméniens de 1915. Mais, il ne faut pas non plus se voiler la face puisqu'il y a aussi l'autre revers de la médaille, c'est qu'on a un État, le Saint-Siège, qui poursuit une politique extrêmement amicale avec un État génocidaire, en l'occurrence l'Azerbaïdjan, qui est connu pour ses actions de mécénat, notamment via la Fondation Aliyev, qui donc alimente, qui produit une coopération culturelle extrêmement fructueuse auprès du Vatican, du mécénat aussi, vis-à-vis d'autres cibles occidentales. Et ça correspond beaucoup à ce qu'on appelle la diplomatie du caviar, à la corruption. Et la parole du pape François a beaucoup manqué lors du nettoyage ethnique du Haut-Karabakh, lors du massacre. Les Arméniens catholiques, apostoliques, évangéliques, tout confondus, se sont sentis lâchés, abandonnés par le pape François. Donc il faut bien faire la part des choses entre ce geste de canonisation avec Maloyan, la solidarité que peuvent avoir les évêques de France vis-à-vis des Arméniens, qui est réelle. Je pense aussi à l'œuvre d'Orient, qui est très engagée. Et puis la réelle politique, c'est-à-dire la politique étrangère de l'État du Saint-Siège, qui, à l'heure où je vous parle, est toujours la même. Depuis des années, c'est une politique extrêmement favorable à l'Azerbaïdjan, ce qui choque beaucoup d'Arméniens. Léon XIV, qui, lors de son voyage en Turquie, c'était en novembre dernier, a rencontré Saach II, le 85e patriarche arménien de Constantinople, le pape qui a remercié Dieu pour le courageux témoignage chrétien du peuple arménien au cours des siècles. Presque mot pour mot, l'expression qui avait été utilisée par Benoît XVI en 2006. Qu'est-ce qu'elle a apporté, cette rencontre entre le pape Léon XIV et le patriarche arménien? Ben, c'est une rencontre protocolaire, c'est une rencontre diplomatique entre un patriarche qui est otage d'un État négationniste, la Turquie, qui, toute prise de parole publique est finement aiguisée, passée au peigne fin, et donc on ne peut pas s'attendre aussi à des déclarations très fortes. Et il ne vous a pas échappé aussi que le pape Léon XIV s'est bien gardé de prononcer le mot génocide. Donc il y a beaucoup de réel politique. Ce qui est vrai, c'est que c'est important que l'Église arménienne catholique, l'Église arménienne apostolique soient en communion. Elles sont en communion depuis Jean-Paul II, continuent de travailler ensemble sur des questions d'intérêt commun, que ce soit le dialogue œcuménique, mais aussi la défense du patrimoine. Et aujourd'hui, ce patrimoine, c'est un vrai sujet, il est menacé. Le patrimoine chrétien arménien du Haut-Karabakh est menacé de destruction. Là, il y a quelques jours, les Azerbaïdjanais ont rasé la basilique, la cathédrale arménienne de Stepanakert, dans le Haut-Karabakh annexé. Ça n'a pas provoqué beaucoup de, je dirais, d'émotions. Donc, encore une fois, il y a un vrai sujet, c'est la poursuite d'un processus génocidaire dans le Caucase avec l'annexion du Haut-Karabakh. C'est très bien d'honorer la mémoire des morts du génocide, mais c'est encore mieux de protéger les vivants. Donc on attend, si vous voulez, du Saint-Siège des paroles fortes de réconfort, de consolation, mais aussi des paroles qui visent à réconcilier les peuples sur la base de la connaissance de l'histoire et sur la base d'un vrai discours, je dirais, courageux de dialogue, non pas entre le bourreau et la victime, mais d'un dialogue de vie entre des personnes de bonne volonté qui cherchent justement à transcender ces haines multiséculaires. Revenons à la position turque, vous en parliez un peu plus tôt. Comment cette non-reconnaissance, cette négation du génocide par Ankara continue-t-elle d'affecter les Arméniens, qu'ils vivent en Turquie, en Arménie ou dans la diaspora? Vous avez un État négationniste, la Turquie, qui s'est construit sur le cadavre des Arméniens. Les Arméniens, c'était à peu près 2,5 millions de personnes dans l'Empire ottoman. Donc les 2 tiers ont été décimés. Le quart restant s'est formé en diaspora et en une partie en Arménie. Mais surtout, il y a eu une spoliation des biens arméniens qui ont permis à la bourgeoisie turque de prospérer et de créer donc, les bases du futur État. Donc, pour la République de Turquie, reconnaître le génocide, c'est un crime indicible, bien sûr. Mais c'est surtout reconnaître qu'ils ont menti à leur population pendant 111 ans, que en fait tous les fonds baptismaux de cet État sont
construit sur ce crime originel, et donc c'est un véritable crime, je dirais un véritable traumatisme psychologique, que de reconnaître au fait que cet État a du sang sur les mains et qu'il a poursuivi en fait le négationnisme comme un acte qui parachève le processus génocidaire. Donc c'est un véritable souci pour la Turquie d'ouvrir la boîte de Pandore de la reconnaissance du génocide, parce que ça sous-entend des réparations morales, matérielles, et deux, réécrire une histoire, et donc montrer que les héros de l'indépendance étaient en fait des criminels. Pour ce qui est de la relation avec l'Arménie, le sujet c'est que il y a une grosse asymétrie. L'Arménie a fait tous ses efforts pour pouvoir normaliser sans condition, parce que l'Arménie ne demande pas la reconnaissance du génocide, mais sans condition avec la Turquie, en abandonnant le Karabakh, c'était la dernière condition. Et malgré cela, la Turquie ne veut toujours pas rouvrir la frontière qu'elle a bloquée, qu'elle a fermée depuis 1993. La Turquie maintient un blocus sur l'Arménie. Tigrane, justement, on arrive doucement à la fin de cet entretien, mais je voudrais qu'on aborde ces relations entre Erevan et Ankara, puisque l'année dernière, le 10 juin 2025 précisément, le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan, c'était à Istanbul. Comment comprendre tous ces récents gestes d'ouverture entre Erevan et Ankara, cette nouvelle tentative de normalisation ? L'Arménie, en fait, si vous voulez, s'est fait lâcher par son ancien protecteur, la Russie. L'Arménie est un pays trop faible politiquement, économiquement, pour affirmer une souveraineté. Et aujourd'hui, il y a un pivot vers l'Occident, l'Union européenne, les États-Unis, mais aussi une volonté de normaliser à tout prix avec les voisins irrédentistes, belliqueux, que ce soit la Turquie et l'Azerbaïdjan. Mais malheureusement, l'Arménie, le rapport de force étant tellement disproportionné, l'Arménie fait trop de concessions unilatérales vis-à-vis de la Turquie pour gagner du temps, pour respirer entre guillemets, mais de la part de la Turquie, on voit pas vraiment de geste de bonne volonté. C'est juste que pour la Turquie, l'Arménie est un État qui doit rester un État croupion, vassal, dévitalisé. Je n'ai pas dit que la Turquie a envie d'envahir l'Arménie, mais ça arrangerait bien la Turquie que l'Arménie reste extrêmement faible et dans l'incapacité de porter le discours du combat arménien, parce que c'était ça le sujet. L'identité de l'Arménie indépendante actuelle, aussi, il inscrit la reconnaissance internationale du génocide dans le marbre de sa constitution. Or, cette constitution, les Turcs demandent de la changer. Ils demandent de faire un trait sur l'histoire. Et donc, on assiste aujourd'hui en Arménie à un discours extrêmement inquiétant de révisionnisme, de relativisation du crime anticipé, ce qui est une atteinte fondamentale portée au droit international, à la mémoire des victimes, à tous les crimes imprescriptibles. Et c'est extrêmement inquiétant ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui au niveau de la société arménienne. Vous parlez notamment depuis 2024, lorsque le Premier ministre arménien parle de grands crimes lors des commémorations. Il a été vivement critiqué pour ses paroles jugées ambiguës et en effet proches du narratif turc. Tigrane, une dernière question avant de se quitter. Vous vous intéressez dans vos travaux à la diaspora, donc vous êtes vous-même issu, vous parlez de la situation diasporique. Quel lien maintiennent les diasporas avec leur pays d'origine aujourd'hui ? Le lien est difficile parce que c'est un lien entre amour et haine, incompréhension. La diaspora avait un rapport avec l'Arménie qui est un rapport humanitaire, d'assistanat, et aujourd'hui le paradigme est bouleversé par les dernières évolutions. Donc la diaspora est clivée entre ceux qui défendent ce gouvernement au nom de l'impératif de la paix, de la prospérité, au prix de sacrifices trop lourds à porter, et puis ceux qui se tranchent dans une position de résistance, non pas de résilience mais de résistance autour des fondamentaux de la question arménienne, qui sont le génocide, que sont la défense des droits du peuple arménien, la demande de réparation. Donc on a une diaspora clivée, une diaspora qui se polarise, et c'est aussi inquiétant parce que ça fait jeu des ennemis du peuple arménien. Tigrane Yegajean, merci d'avoir été l'invité de la matinale de KTO Radio. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut Chrétien d'Orient et directeur de recherche à Conflit, et que votre dernier ouvrage aux éditions Éric Bonnier s'intitule « Escales arméniennes ».